Il faut entre 30 et 40 feuilles pour nourrir un fruit. Voilà. Donc sur un arbre, par exemple, là vous voyez, il y a un paquet de fruits. Hein. Là vous avez peut-être 500 fruits sur l'arbre. Pour faire une récolte commercialisable, il va falloir entre 200 et 225 fruits. Trouver d'autres solutions pour ne pas traiter nos arbres. Et après, lorsque vous avez compris ça, la nature fait le reste. Là, vous avez un verger qui est relativement poussant, bien chargé. J'ai pas de psy dessus. J'ai rien fait. On fait rien. On fait de la confusion sexuelle avec les petits diffuseurs, là, la végétation impulsive. Il y en a là. Ah bah voilà, tout simplement. Hein. Ce qui fait qu'on ne fait plus d'insecticides sur le verger. On laisse tranquille les auxiliaires. Tout se passe bien. Je fais très peu de traitement là-dessus. Quasiment plus. C'est pas trop sensible au niveau de la tablure. Donc la tablure, je vous en avais parlé tout à l'heure, la tablure c'est l'agent pathogène numéro 1 en pommes et en poires qui va se développer sur les feuilles. Donc ça va être un mycélium qui va se développer, qui va détruire la feuille. De ce fait-là, vous avez tous compris que si on n'a plus de feuilles, on n'a plus d'alimentation. Et voilà. Donc automatiquement, tous les producteurs, que ce soit bio ou pas bio, en pommes et en poires, on protège les jeunes pousses pour pas que le champignon se développe. Et, je laisse quelques rangs pour, je dirais, mon marché de détail. Ouais. Ou peut-être des années, je vais plus intervenir dessous parce que ce que je veux, c'est des gros fruits bien jolis et autres. Donc j'aurai une attention un peu plus particulière dessus. Cette année, il n'y a rien à faire. Simplement, c'est tout très beau. Après, donc, comment je choisis? Oui, je me garde de côté 2 rangs. Et puis après, le reste c'est tout conduit pareil. Hein. Donc sur les marchés ou chez Blédina, c'est la même qualité c'est exactement la même qualité que je vends sur mes marchés de détail, que la coopérative vend au magasin, parce qu'on a un magasin de vente à la coopérative, vous avez tous vu. Hein. Donc vous avez vraiment la même qualité. La même qualité, ouais. que ce soit. Okay. Alors, depuis 25 ans, on a un cahier des charges Blédina, parce qu'on n'utilise pas certains produits. On utilisait autrefois, ce que je ne vous ai pas parlé également, là on a vu des anthochloris qui étaient là c'est une coccinelle, mais on a des anthochloris qu'on ne voit pas parce qu'ils sont cachés avec la pluie. Ce sont des petits prédateurs de psylles. Vous avez des typhlodromes également, que l'on a dans les vergers là. Ce sont des prédateurs d'acariens. Qu'est-ce qu'un acarien? Vous savez tous que tout le monde a des acariens chez eux, naturellement. Par exemple. Les acariens, donc c'est pareil, c'est un insecte piqueur-suceur parce qu'il va vraiment vous pomper la sève. Et lorsque vous avez des attaques d'acariens, vous avez pas un arbre qui est plus vert, il est tout jaune. Parce que vous n'avez plus de sève. Tout simplement. Qu'est-ce que l'on a fait depuis 25 ans? On a déjà moins traité. Quand vous mettrez d'entrant, plus vous développez la vie du verger. Après, on a fait des lâchers de typhlodrome. Qu'est-ce que c'est qu'un typhlodrome? Un typhlodrome, c'est... Alors l'acarien va être à peu près plutôt rond, un petit peu. Le typhlodrome a plus une forme de poire. Ce qui est marrant, je fais souvent le parallèle avec ça. Qui est jaune. L'acarien est rouge. Donc par contre, il faut avoir la binoculaire pour les voir comme il faut. Hein. Parce que c'est très petit un acarien. Depuis qu'on fait des lâchers d'acariens, donc de typhlodrome, on ne traite plus l'acarien. Depuis 25 ans, depuis 30 ans, je n'ai plus fait un acaricide. Donc vous voyez, petit à petit, on laisse vivre le verger et le verger vous le rend. On l'achète dans plusieurs régions. L'usine de manière de transformation à la Brive-la-Gaillarde en Corrèze. D'accord, donc tout est transformé au même endroit. Tout est transformé en Corrèze. C'est-à-dire que là, les palox qu'on va charger ici de poire, ils partent direct à Brive pour transformation là-bas. Et après, on rayonne sur toute la France. Après, nous, le principe, c'est qu'on essaie d'acheter le plus proche de l'usine d'abord, pour des raisons, forcément, parce que les fruits, de manière, c'est fragile au transport, donc le but, c'est de faire le moins de kilomètres possible. Après, l'autre chose qu'on fait, c'est qu'on sait très bien qu'il peut y avoir un orage de grêle sur ce verger, on perd 100% du verger. Donc du coup, nous, comme on doit continuer à faire des typos, c'est pour ça qu'on a plusieurs régions d'approvisionnement. Donc si on prend la pomme
la pomme et poire, on est, bon, vous parlez du Limousin tout à l'heure, le Limousin c'est à 60 km de Brive, donc c'est la grosse région qui nous livre nos pommes d'abord, essentiellement golden. Après on va avoir du sud-ouest autour de Montauban, et après on a justement la partie Mont du Lyonnais ici, qui nous livre poire essentiellement, peut-être pommes demain, je sais pas où est. Alors Bernard, Oui, j'attends les chiffres. on a eu travaillé ensemble. J'attends les chiffres. Voilà, l'objectif pour nous c'est d'avoir plusieurs régions d'approvisionnement aussi pour justement pallier aux aléas climatiques, parce qu'on est très sensible. Par contre, ouais, c'est sûr que le petit pot que vous achetez ici à Lyon, en tout cas, il a été produit à Brive-la-Gaillarde, ça c'est sûr. Et après, avec le code qu'on a sur le petit pot, nous on est capable de faire un test de traçabilité et vous dire de quel verger provient la poire, est-ce que ça vient de ce qu'on a dans le sud-ouest ou est-ce que ça vient justement du verger ici. Donc par contre, ces produits ne peuvent pas être mélangés avec ceux d'un autre producteur. Aujourd'hui, on travaille par lot. On travaille par lot, c'est-à-dire que vraiment un lot c'est un verger. D'accord. Voilà, c'est ce qu'on fait. Après, au sein de l'usine, il peut y avoir des mélanges de deux lots. D'accord. Par exemple, si on fait un pomme-poire, on est obligé de mélanger deux lots. Discours sur le bio. Vous me posiez la question sur la différence entre les petits pots bio ou petits pots issus de l'agriculture raisonnée. Pour moi, il y a, on va dire, le résultat final va être à peu près le même, puisqu'on va tendre vers le zéro résidu, donc que ce soit d'un côté ou de l'autre. Après, moi, au niveau de la production, vous allez, je pense, intervenir, on va peut-être moins intervenir qu'un bio, parce qu'on a des produits des fois un peu plus rémanents. On aura un coût de production qui sera un peu moindre, parce qu'il faut savoir qu'en bio, le bio coûte 40% plus cher à produire, avec des risques de non-récolte également. Ce que j'essaye de faire, moi, c'est d'apporter un produit qui soit sain et bon, avec un coût moindre. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je rajouterais que ce soit une certification bio ou une certification agriculture raisonnée, nous n'avons pas d'obligation, nous avons une obligation de moyens, mais pas une obligation de résultat. Voilà. Oui, donc du coup, les fruits que vous pouvez produire, vous, aujourd'hui, doivent avoir une tête pas forcément belle, très jolie. Ouais, on va appeler des gueules cassées. Voilà. Mais par contre, du coup, vous allez jouer sur le goût et avec ce que vous disiez sur l'éclaircissage, etc. Voilà, oui. Oui, on essaie de mettre en corrélation le nombre de feuilles et de fruits pour que justement que l'usine que le fruit soit bien nourri grâce aux feuilles. Voilà. Donc on va tout mettre en place, que ce soit bio ou pas bio, tous les moyens qu'on dispose à l'heure actuelle pour favoriser justement cette surface feuillière et qu'elle ne soit pas détruite par un parasite quelconque, que ce soit un champignon ou un parasite, un insecte ou autre. Hein. Oui, donc si vous faisiez du bio, en fait vous auriez la possibilité que votre verger il soit décimé et en plus ça vous coûterait plus cher à produire. Voilà, on prend beaucoup de risques en faisant du bio. On prend également des risques en faisant de l'agriculture raisonnée parce qu'on tolère justement un seuil de dégâts. Hein. Il faut savoir que si l'avantage de l'agriculture raisonnée, actuellement je n'ai pas fait la démarche vers le bio, ou demain je peux très bien passer bio parce que j'ai cet esprit-là depuis 25 ans. Hein. On utilise, on va dire, 80% de produits bio sur nos vergers. Par contre, je me réserve l'opportunité de pouvoir utiliser un intrant chimique pour me parer contre un aléa quelconque. Voilà. Une sécurité en plus, quoi. Pour moi, c'est une sécurité en plus. Voilà. Ça vous laisse le champ libre. Ça me laisse l'opportunité de pouvoir conserver mon verger et qu'il puisse produire des petits pots dans les années futures. Mais du coup, par contre, avant de livrer Blédina, il faut que tout soit en nom des flammes. Par contre, oui, il faut suivre un cahier des charges qui soit respectueux, qu'on n'ait pas de résidus à la sortie. Hein. Voilà. En plus, en essayant de travailler de ces manières-là, on essaye justement, on a une région qui est qualitative du fait de notre altitude, donc on sait qu'on a un résultat, on a une obligation de moyens, mais on essaye d'avoir une obligation de résultat, donc un produit de qualité, de haute qualité. Et puis le bio ne changerait pas le fait qu'aujourd'hui, vos vergers, ils sont
ils sont suivis et Blédina fait des tests de qualité dessus. Ah bah, si demain je Ça passe ne en... changerait rien. Moi, si demain je passe en bio, ça ne me change changerait à rien dans ma technique de travail. Dans Ma la relation démarche. que l'on a avec Blin. De toute façon, c'est l'obligation de résultat qui compte. Donc, ça nous arrive de nous fournir chez aussi des agriculteurs bio, mais pour nous, c'est pas ça qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est vraiment l'obligation de résultat. L'agriculteur bio peut très bien ne pas pouvoir répondre à notre cahier des charges, alors que l'agriculture raisonnée va pouvoir le faire. Donc, c'est l'obligation de résultat plus que l'obligation de moyens qui va nous importer pour respecter la réglementation et apporter des produits. De mémoire, je crois qu'on a 17 légumes quand même qu'on propose dans l'offre et 21 fruits. Donc on est quand même déjà sur une gamme assez large. Enfin, quand on est dans le fait maison, on n'a pas toujours une palette finalement large. On va souvent tourner autour des plus ou moins les mêmes légumes qu'on trouve en fait où on les achète. Donc on a effectivement une démarche pour étendre finalement la variété qu'on propose. Et après, bon, on se doit aussi de sortir des produits qui ont une attractivité et qu'on va pouvoir effectivement vendre. Alors, en général, sur la gamme Mon Premier Petit Pot, on va effectivement avoir un fruit ou un légume qui va être mis à l'honneur. Il peut être seul ou accompagné soit de pommes dans le cas des fruits, soit de pommes de terre dans le cas du légume. Là en fait c'est souvent que soit on ne peut pas proposer le légume pur parce que le goût serait trop brut ou la texture trop liquide et que du coup on a aussi des enjeux que ça soit cuillerable, que le goût soit quand même voilà, acceptable pour l'enfant. Donc on va doser de cette façon-là. Et après c'est vrai que comme on est sur plutôt des recettes et des plats, là forcément on va être sur des compositions qui vont être un peu plus riches, un peu plus élaborées et dans lesquelles effectivement on va... mais c'est ce que je vous disais, là de plus en plus on a essayé de retravailler pour que quand même la dénomination soit la plus proche de ce qu'il y a effectivement dans le produit qu'on propose. Les ingrédients ils sont complètement transparents, c'est-à-dire qu'il y a une obligation réglementaire qui est que tout ce qu'on met dans le petit pot est étiqueté et tout ce qu'on va vous représenter en fait, notamment les légumes, vous aurez toujours le pourcentage détaillé des légumes du coup qu'on intègre. Après, ce qu'on ne va pas détailler en pourcentage, c'est justement le sel, parce que ce serait un 0,0. Enfin, bon, donc du coup, sur ce qui est mis en toute petite quantité, effectivement, on ne va pas venir préciser la chose. Et puis aussi parce qu'à un moment donné, il y a le secret de fabrication, et que si on étiquette tout, demain, tout le monde peut copier nos produits. Les pourcentages, parce que les pourcentages. Oui. Tous les ça peut être par exemple des épices, ça peut être des aromates qu'on va rajouter, ça peut être parfois de la crème. C'est marqué. Tout est écrit. C'est des pourcentages qu'on ne va pas forcément détailler à 100% des ingrédients pour garder notre recette. Enfin, il faut être clair, c'est quand même effectivement un produit qu'on vend pour qu'il puisse se conserver à température ambiante. Donc, ça impose un traitement thermique, Céline en parlerait mieux que moi. Et effectivement, comme il n'y a pas de conservateur, c'est un peu à la façon de nos grands-mères. Donc en gros, on les met dans une grosse cocotte minute, on monte en température, et puis du coup, c'est le fameux pop là, que vous allez entendre qui va faire qu'on est sûr qu'une fois qu'on en est là, le produit il est stérile. Mais ça fait que ce traitement thermique, ce n'est pas celui que vous allez apporter au moment où vous faites un produit fait maison que vous consommez immédiatement. Donc ça, c'est une réalité qu'on a un traitement thermique qui ne peut pas reproduire le goût du fait maison. Et d'emblée dit chef, c'est un peu différent. Déjà, on a un traitement thermique un peu particulier qui permet en fait de traiter finalement un peu moins longtemps le produit. Mais c'est surtout que comme on va y mettre des aromates, etc., on arrive à compenser finalement un peu ce désavantage du traitement thermique. Là où sur le petit pot, encore une fois, c'est un produit un peu plus simple, un peu plus nu. Et donc, oui, il va effectivement être un peu moins goûteux que le féminin.